Donc, on a 1h30 pour échanger autour des contrats de relance et de transition écologique. Donc, bienvenue à tous pour ce webinaire qui est organisé par le RTES, par le réseau des collectivités territoriales pour une économie solidaire, qui est donc un réseau qui rassemble aujourd'hui un peu plus de 142 aujourd'hui, je crois, collectivités locales, qui sont adhérentes au réseau, qui est un réseau à la fois d'échange de pratiques entre collectivités locales qui mènent des politiques de soutien à l'économie sociale et solidaire, un réseau ressources pour ces collectivités locales, et puis un réseau également qui porte des actions de plaidoyer pour inscrire l'économie sociale et solidaire dans les politiques publiques au niveau local, national et européen. Très rapidement, alors normalement, ce type de webinaire est réservé aux collectivités locales adhérentes. On l'a, à titre exceptionnel, ouvert à des collectivités non adhérentes. Voilà, donc je vais pas, vous pouvez aller vous renseigner sur le site du RTES pour voir les modalités d'adhésion au sein du réseau. Alors, je suis Anne-Laure Federici, je suis déléguée générale du RTES. Et donc, pour ce webinaire, parmi les actions du RTES, donc la volonté de contribuer à inscrire davantage l'économie sociale et solidaire dans les politiques publiques et dans les différents outils de contractualisation des politiques publiques. Et donc, à ce titre, on a été particulièrement attentif dès l'origine, dès qu'on a commencé à entendre parler des contrats de relance et de transition écologique, et qui nous semble un levier intéressant. Mais très honnêtement, on ne s'attendait pas à avoir autant d'intérêt pour ce sujet. Parce qu'effectivement, on le verra, ces nouveaux contrats, ces nouveaux CRTE suscitent beaucoup d'intérêt. Donc, on échangera avec les intervenants pour quelles raisons cet intérêt. Est-ce que c'est justifié? Est-ce que ces CRTE représentent réellement une opportunité pour les acteurs de l'économie sociale et solidaire? Et à quelles conditions? Voilà quelques questions dont on débattra au sein de ce webinaire. Alors, je vous propose d'avoir, dans un premier temps, 3 interventions un petit peu de cadrage avec des regards différents pour donc présenter aujourd'hui ce que sont les CRTE, le périmètre, le contenu, le calendrier. Et donc, pour ces premières interventions de cadrage, on aura le plaisir d'accueillir donc Yannick Blanc qui fera cette première intervention. Donc Yannick Blanc qui est haut fonctionnaire et par ailleurs fondateur du Carrefour des innovations sociales. Donc il nous dira un mot sur ce carrefour et la façon dont il voit le cadre, les CRT aujourd'hui. On aura ensuite donc le regard de Patricia Andriot, qui est vice-présidente du RTES et qui est élue locale d'une communauté en milieu rural, en Haute-Marne, et à titre professionnel à l'Agence nationale de cohésion des territoires, à la mission ruralité. Et enfin, on aura une 3e intervention de Romain Briot, qui est responsable de l'action régionale de la DCF, de l'Association des intercommunalités de France. Voilà, donc ces 3 interventions nous permettront d'avoir un cadre un peu général sur les CRTE, les opportunités. Et on a ensuite sollicité le témoignage de Nadia Djamaoui, qui est directrice adjointe de la communauté de communes Crête des Ardennes, c'est ça? Crête des Ardennes. Qui est un territoire qui est engagé depuis longtemps dans la transition écologique et citoyenne et qui nous apportera son point de vue sur la façon dont ces contrats territoriaux peuvent favoriser les activités économiques, solidaires et citoyennes sur le territoire. Mais l'idée de ce webinaire, c'est vraiment d'être un temps d'échange avec vous. Et donc, on a demandé aux intervenants des interventions assez rapides pour ensuite être davantage en réponse ou en échange par rapport à vos questions et à vos propres expériences. Voilà, donc on est 1h30 ensemble, 14h jusqu'à 15h30, et je vous propose, Yannick Blanc, de vous passer tout de suite la parole pour que vous présentiez rapidement le cadre des CRTE et en quoi ça vous semble une opportunité importante pour les acteurs de l'économie sociale et solidaire et de l'innovation sociale.
Merci Anne-Laure, bonjour à tous. J'interviens ici donc en tant que président du Carrefour des innovations sociales. Le Carrefour des innovations sociales a été cofondé par la Fonda, dont je suis le vice-président, et ce qu'était alors le CGET, qui est aujourd'hui l'ANCT. C'est un réseau qui regroupe une cinquantaine d'organisations qui a créé un site internet sur lequel, avec un moteur de recherche sur lequel on peut rechercher des innovations sociales en France. Il y a aujourd'hui un peu plus de 3000 fiches d'innovation sociale qui sont repérées sur ce carrefour et qui, au-delà de l'activité de repérage, de catalogue de l'innovation sociale, va essayer d'être un animateur de la mise en réseau, du partage de connaissances, du partage d'expériences des innovations sociales sur le territoire. Je suis, en qualité de président de cette association, mis à la disposition de l'ANCT. Il y a par ailleurs à l'ANCT un préfet qui est plus particulièrement chargé du pilotage des contrats de relance et de transition écologique. Ce collègue s'appelle Jérôme Guton et donc c'est à lui qu'il faut s'adresser si vous souhaitez avoir un contact direct avec l'agence sur ce sujet. Pourquoi intervenir aujourd'hui de la part, au titre du Carrefour des innovations sociales, dans ce webinaire sur les CRTE? C'est parce que je pense qu'à certaines conditions, les CRTE offrent une opportunité exceptionnelle à tous les porteurs d'innovation sociale et en particulier aux acteurs de l'économie sociale et solidaire pour inscrire durablement leurs démarches, leurs projets, leurs capacités d'innovation dans des politiques locales, dans des politiques publiques territoriales, dans un exercice qui va être un exercice de mise en cohérence, de coordination locale de l'ensemble des politiques publiques, celles de l'État, celles des collectivités locales, et dans un exercice qui entend associer des acteurs du monde économique et de la société civile. Donc, c'est une fenêtre d'opportunité. Cette fenêtre, elle s'ouvre maintenant jusqu'à la fin du mois de juin. On verra qu'elle ne se referme pas complètement après, mais le semestre, les mois qu'on a devant nous, là maintenant il n'y a plus que 5 mois devant nous, malgré le contexte de la crise sanitaire qui rend tout plus compliqué et tout plus difficile en termes de contacts et de réunions, c'est un moment où les acteurs de l'économie sociale et solidaire et les innovateurs sociaux doivent non seulement mettre le pied dans la porte, mais aller de manière volontaire à la table de négociation des contrats de relance et de transition écologique. Qu'est-ce qui est intéressant, spécifique, nouveau dans les CRTE par rapport aux innombrables autres exercices de contractualisation que l'administration a imaginé depuis maintenant le début des contrats de plan État-région, c'était au milieu des années 80. Donc, vous voyez, ça commence à faire un bail. Je voudrais insister sur 4 points. Premièrement, la circulaire sur les CRTE renvoie sur la méthode et la philosophie de la contractualisation à la charte de la contractualisation territoriale, qui est un document adopté par le gouvernement à la fin de l'année 2019, donc avant la crise sanitaire. Que dit la charte de la contractualisation territoriale? Elle dit que le partenaire fondamental de la contractualisation avec l'État, c'est le territoire de projet. Le territoire de projet, c'est une maille territoriale intermédiaire qui est au minimum la maille de l'intercommunalité et au maximum la maille du département, et une maille qui est dotée d'un projet. Donc ça peut être une intercommunalité, ça peut être un parc naturel régional, ça peut être un bassin d'emploi, ça peut être toute structure qui a eu une capacité à porter un projet de territoire fédérateur. Ça, c'est la première idée. La deuxième idée qu'il y a dans la charte de la contractualisation, c'est que le contrat est l'objet d'une co-construction avec l'ensemble des acteurs du territoire, y compris les citoyens, y compris toutes les formes possibles d'initiatives citoyennes, et qu'il y a donc d'entrée de jeu poser le principe que la contractualisation n'est pas un exercice purement administratif, c'est un exercice qui doit être ouvert à des acteurs économiques et sociaux. Les associations, les collectifs de citoyens, les citoyens eux-mêmes ont leur place dans l'exercice du CRTE. Un des messages que je porte aujourd'hui, c'est que cette place, il faut la prendre. Que dans le contexte où nous sommes, où
les responsables de l'action publique, aussi bien de l'État que des collectivités, sont très absorbés par les urgences multiples liées à la crise sanitaire. Il faut que les porteurs d'innovation n'hésitent pas à pousser la porte du contrat de relance et de transition écologique. Toujours dans la charte de la contractualisation, il y a une mention explicite d'une ouverture à l'innovation et d'une possibilité de recours à l'expérimentation au sens administratif, ce terme, c'est-à-dire à des formes d'expérimentation dérogatoires du droit commun, dérogatoires de l'état de la réglementation. C'est que les préfets ont un pouvoir d'expérimentation, de permettre des dérogations à la règle, et cette dérogation, elle est explicitement prévue dans la charte de la contractualisation. Et enfin, la charte, dans son dernier paragraphe, encourage les innovations portées par les acteurs associatifs et privés. Donc, voilà un premier texte qui crée un cadre de légitimation de l'intervention des acteurs de la société civile, des citoyens, des porteurs d'innovation sociale, et donc, j'allais dire par excellence, compte tenu du public qu'il y a aujourd'hui aux acteurs de l'ESS, à être des parties prenantes à la contractualisation. Deuxièmement, la circulaire du 20 novembre 2020 sur les contrats de relance et de transition écologique, tous ces textes sont accessibles, téléchargeables sur le site de l'Agence nationale pour la cohésion des territoires. La circulaire sur les CRTE dit, à mon sens, trois choses très importantes. La première, c'est que l'objet des contrats, c'est une approche transversale large à tous les domaines de l'action publique, y compris la culture, l'éducation, la santé, le social, bien entendu tout ce qui concerne la transition écologique, l'économie circulaire, l'énergie, etc. Mais l'énumération qu'il y a dans la circulaire cherche vraiment à couvrir l'ensemble des domaines de l'action collective. Donc, par rapport aux exercices contractuels qu'on connaît, on n'est ni dans une contractualisation sectorielle comme contrat de ruralité, contrat petite ville, territoire à énergie positive, etc. On est vraiment dans un exercice qui va tenter la transversalité, dont l'objet même est de mettre en cohérence à l'échelle d'un territoire les différents outils de l'action publique et de l'action collective. Il faut donc là saisir cette occasion de chercher la cohérence avec les parties prenantes d'un territoire. Et puis, il y a une ouverture pour trouver de la coordination, de la coopération entre des acteurs de politique publique et des acteurs privés de l'intérêt général, et notamment les acteurs de l'ESS. Les projets portés par la société civile ont leur place dans les CRTE. Deuxième idée sur les CRTE, la priorité numéro 1 du CRTE, c'est la relance, c'est-à-dire le financement de projets qui ont atteint une maturité suffisante pour qu'ils soient capables de dépenser de l'argent dans l'année qui vient. Là, on est dans une logique de calendrier et d'échéances très différentes des contrats de plan État-région et des autres exercices contractuels. Les CRTE sont une des dimensions du plan de relance. L'objet même du plan de relance, c'est dès le sortir de la crise sanitaire, on espère intervenir au milieu de l'année 2021, c'est de donner un coup de booster aux activités économiques de toute nature. Et donc, il y a l'idée que les projets qui existent déjà, les projets qui ont une certaine maturité, ont leur place dans les CRTE. Cette notion-là me paraît importante parce qu'il y a parmi vous des gens qui sont des porteurs de projets, qui parfois expérimentent, rôdent, développent, travaillent leurs projets depuis plusieurs années. Ils doivent savoir que les interlocuteurs du CRTE seront attentifs au financement de projets capables de produire des effets, de générer de l'activité, de générer de l'emploi dès le deuxième semestre de l'année 2021. Enfin, troisième caractéristique de la circulaire sur les CRTE, elle fait explicitement référence aux acteurs de développement local qui ne sont pas les acteurs administratifs, et notamment les conseils de développement, les associations et les partenaires économiques de toute nature. Donc, je pense évidemment
aux PTCE, aux pôles territoriaux de coopération économique et aux différentes structures qui peuvent exister, dans lesquelles il y a déjà ou pas des partenaires collectivités locales, mais souvent il y a des partenaires collectivités locales. La circulaire incite les préfets à inviter ces acteurs-là autour de la table, dans cette idée que il faut qu'il y ait un effet de relance. Donc, il faut qu'il y ait des modes de financement qui permettent d'engager les crédits dès l'année 2021. Ça, c'était pour la circulaire CRTE. J'ai encore 2 points à évoquer. Le premier, c'est l'originalité profonde du CRTE par rapport à ce que nous avons fait jusqu'à maintenant en matière de contractualisation. C'est que c'est un exercice, comme son nom l'indique, qui vise à avoir des effets simultanés de très court terme et de très long terme. On est dans la relance et la transition écologique. Vous voyez bien que cette rencontre, elle est le fruit de la crise sanitaire. Il y avait des contrats de transition écologique. Quand le gouvernement a commencé à travailler sur les futurs contrats de plan et qu'il a élaboré la charte de la contractualisation territoriale, il y avait bien dans les esprits l'idée que la transition écologique serait une dimension indispensable de la contractualisation. La crise sanitaire est venue là-dessus et donc il y a des urgences qui ont émergé pendant la crise sanitaire et il y a notamment des urgences sociales. Il y a des urgences qui sont liées à la panne, à l'arrêt pur et simple d'un certain nombre d'activités touristiques, culturelles, de restauration, etc. Mais il y a aussi des urgences sociales qui sont apparues sur les territoires avec des solutions locales qui ont été élaborées. Et le gouvernement, en tout cas la NCT et la ministre en charge de l'aménagement du territoire et des collectivités locales, Jacqueline Gourault, ont été très attentifs, très sensibles à cette capacité d'initiative locale. C'est tellement vrai que sur le carrefour des innovations sociales, sur notre site internet, vous verrez, ils nous ont demandé de faire un repérage sous le label Territoire engagé, un repérage des initiatives prises, improvisées parfois par les élus locaux, par les collectivités pendant la crise sanitaire. Donc, il y a vraiment cette idée de très court terme. Et puis, dans le même exercice, on doit se mettre en perspective de la transition écologique. Et donc, toutes les composantes du long terme sont également présentes. Et cette gymnastique-là est une gymnastique inhabituelle. La contractualisation des contrats de plan qu'on a connus, c'est par excellence du moyen terme. C'est de l'investissement dans de l'équipement, des infrastructures, des ronds-points, des collèges, des lycées, des universités, des équipements de santé, etc. On est typiquement dans des travaux de moyen terme dont la réalisation est grosso modo dans l'horizon du mandat électif. Ici, même si le contrat est signé pour la durée du mandat municipal, 6 ans, l'horizon est à la fois immédiat et à très long terme. Et ça, c'est un exercice auquel les acteurs administratifs ne sont pas habitués. Et donc là, je pense que tous ceux parmi vous qui sont des activistes de l'innovation, de la transition écologique, des innovations en matière de solidarité, vont être porteurs d'une compétence, d'une expertise particulière qui n'est pas forcément très présente, en tout cas dans les technostructures. Enfin, la dernière chose que je voudrais dire, c'est que si les contrats de relance et de transition écologique présentent une opportunité dont j'ai essayé de mettre en lumière les principales caractéristiques, il y a un risque évident aujourd'hui qui est un risque double. Le risque de voir les acteurs publics sous la pression de la gestion quotidienne de la crise sanitaire, ne pas être capable de mobiliser suffisamment d'attention, d'imagination, d'intelligence collective pour vraiment bien travailler ces contrats. Ils ont besoin d'apports d'intelligence et vous êtes des acteurs porteurs de l'intelligence nécessaire dont les contrats ont besoin. Et puis le deuxième risque, c'est le risque de la routine administrative. C'est-à-dire que je suis bien placé pour savoir que la culture de l'innovation sociale n'est pas présente dans l'administration. L'administration, depuis plusieurs décennies, a été façonnée par la logique de la performance budgétaire. Les hauts fonctionnaires, les préfets et les autres ont passé le plus clair de leur temps à réformer et re-réformer leur structure, à diminuer les effectifs, à changer les organigrammes
les résultats, la notion de performance qui est liée à l'action administrative est une notion véritablement centrée sur l'économie budgétaire, et donc l'innovation sociale n'est pas au cœur de leur culture. Il y a vraiment donc aujourd'hui un enjeu essentiel qui est que les porteurs d'innovation sociale, les porteurs de ce que sont les énergies nécessaires pour réussir la dimension sociale de la relance et pour réussir la transition écologique, il faut qu'ils viennent alimenter les contrats avec l'expertise, le retour d'expérience et la capacité d'innovation dont ils sont porteurs. C'est, je pense, le message clé que j'aimerais qu'on partage pendant cette séance de webinaire. Merci de votre attention. Merci beaucoup Yannick pour cette présentation. Alors là, il y a environ 80 personnes qui sont connectées. En fait, essentiellement, le public est un public essentiellement d'élus et d'agents territoriaux qui sont forcément sensibles à ces sujets, et donc qui ne sont peut-être pas forcément tous activistes comme vous l'indiquez, mais en tout cas qui sont porteurs de cette volonté d'inscrire l'économie sociale et solidaire et l'innovation sociale dans les politiques publiques, et pour lequel la question est plus de voir comment est-ce que ça peut s'inscrire dans les CRTE et comment est-ce que ces élus et ces agents peuvent agir aussi au sein de leur collectivité, pour inscrire l'ESS. Alors, je propose, Patricia, de te donner la parole pour avoir ton regard, donc, principalement en tant qu'élu local, engagé dans les prémices d'un contrat de relance. Est-ce que tu partages cette vision sur l'opportunité et l'originalité profonde des CRTE que Yannick Blanc a présenté? Comment est-ce que ça se passe sur ton territoire et par rapport à la vision que tu peux avoir de ces CRTE? Ouais, bonjour à tous, merci Anne-Laure. Désolée, alors je suis dans ma voiture parce que j'étais coincée dans des bouchons dans la ceinture parisienne, voilà, et donc je ne suis pas arrivée où je pensais être arrivée pour cette réunion, mais je pense que vous m'entendez correctement. Je ne conduis pas, évidemment. Je suis arrêtée, voilà. Donc, j'ai rien, j'adhère absolument à tous les propos de Yannick que je partage, et je suis dans une situation en fait relativement schizophrène parce que même si tu me demandes, et je vais faire part de mon témoignage d'élu local, comme tu l'as dit, je suis par ailleurs fonctionnaire et travaillant en ce moment en poste à l'Agence nationale de cohésion des territoires sur l'agenda rural, et du coup j'ai un regard croisé forcément sur les deux, puisque je suis plutôt la question des CRTE au titre de la ruralité. On regarde et on dialogue avec les collègues qui suivent ça au niveau national. Donc, je vais m'expliquer sur ce que j'ai dit. D'abord, je voudrais absolument confirmer l'intérêt de l'outil et le besoin en tant qu'élu d'une collectivité très rurale au sud du pays de Langres qui s'appelle Aubry-Vajannes-Monsaugenais, qui comporte 8000 habitants pour 68 communes. Voilà, une communauté de communes insérée dans un PETR, donc dans un pôle territorial rural qui rassemble lui-même 3 communautés de communes très rurales, territoire qui fait partie en grande partie du nouveau parc national de forêt et qui compte 22 habitants au kilomètre carré en moyenne, mais avec des grandes zones à 4 habitants au kilomètre carré, pour vous situer un peu l'espace rural. Et donc, on est sans arrêt confronté dans ce genre de territoire, bon, d'une part, évidemment, au manque d'ingénierie, mais à la question du besoin de transversalité, c'est vrai dans tous les territoires, et de mise en cohérence des politiques publiques, d'un accompagnement un peu cohérent. On a un territoire sur lequel l'économie sociale et solidaire a une place importante. Notre communauté de communes a un centre de ressources physiques sur l'économie sociale et solidaire, ce qu'on appellerait aujourd'hui un tiers-lieu, mais une ancienne gare réaffectée qui accueille à la fois une structure d'insertion, un centre de diffusion culturelle et de projection cinéma, et qui a un coworking, qui est un pôle de centre de ressources ESS. Enfin voilà, et puis on a déjà fait des travaux avec le RTS pour montrer on est typiquement dans ces territoires où l'ESS remplit des services que le privé ne remplit pas. Et qu'on a toujours du mal à faire reconnaître et accompagner par les politiques publiques, parce qu'on manque cruellement d'ingénierie, d'une part, de capacité de financer des postes d'ingénierie, mais aussi parfois de recruter d'ailleurs, et parfois aussi de volonté locale de comprendre qu'il faut mettre des moyens sur de la matière grise et pas que sur de l'investissement. Et puis,
Donc voilà, on est typiquement dans ces besoins-là. Et puis sur les projets, les projets de SS, on a toujours du mal à savoir dans quel tuyau les faire rentrer. Et du coup, c'est un peu la balle de ping-pong, voilà. Et donc pour nous, l'outil CRTE, dans l'esprit que vient de le décrire Yannick Blanc, c'est l'outil rêvé qui amène de la cohérence, qui amène de la transversalité et qui prend en compte l'innovation sociale dont on est sans arrêt en train d'être obligé de faire preuve pour compenser le manque de moyens ou des difficultés, l'éloignement de centres, enfin voilà, et qu'on compense en inventant des sortes de mixité de services publics. Donc ce besoin-là, il est vraiment fort, et comme on est des toutes petites structures qui manquons beaucoup de postes aussi, enfin qui avons peu de postes d'ingénierie, je ne veux pas avoir un discours misérabiliste non plus que je porte pas, et en plus on n'est pas non plus une communauté de communes extrêmement pauvre. Mais en fait, c'est notre réalité, et du coup, ben voilà, tout le monde touche un peu à tout, et donc voilà. Donc très bien, on se dit merveilleux. Je veux aussi confirmer, là plutôt peut-être avec ma casquette ANCT, totalement, parce que je vais être beaucoup plus critique après, donc c'est les propos de Yannick, et vu du point de vue national, pour discuter avec mes collègues, pour participer à des réunions, et encore hier avec une réunion où il y avait le conseiller du Premier ministre sur les territoires et un conseiller Élysée, et où la question des CRTE était abordée, l'esprit que vient de décrire Yannick a été totalement répété en tout point, y compris dans ses points originaux, voilà. Et ce qui m'a surpris, parce que vu ce que je vais expliquer après, je finissais par me demander si c'est pas moi qui avais mal interprété les textes. Donc je confirme vraiment cette volonté d'avoir un outil original, cette difficulté quand même d'un outil en 2 temps qui, comme l'a très bien décrit Yannick, à la fois qui accompagne le plan de relance, mais qui veut aussi accompagner les transitions, voilà. Alors maintenant, dans quelle situation on se trouve dans le territoire où je suis? On a un territoire où il y a un historique de pays. C'est d'ailleurs au niveau du pays qu'avait été signé un précédent contrat de ruralité. On vient de changer de président sur un certain nombre de Comcom. On est plutôt dans une bonne situation d'intelligence collective entre les 3 nouveaux présidents de Comcom, et qui donne un vrai rôle au PETR. Voilà, avec des divergences politiques, mais qui n'interfèrent pas. On va approcher en période électorale, ça va peut-être être compliqué, mais jusqu'à présent, il y avait une vraie volonté. Il y avait une volonté des présidents de PCI de se dire on va signer le contrat à l'échelle du PETR, ce que la loi permet tout à fait. Pour le moment, et aux dernières nouvelles, on est encore dans les toutes dernières discussions, mais la sous-préfète et le préfet ont largement incité à signer au niveau de chaque EPCI. Et comme on a des jeunes présidents qui arrivent et qui n'osent pas forcément, j'insiste un peu là-dessus parce que par rapport à Yannick qui a dit qu'il faut oser pousser la porte, c'est extrêmement important, qui n'osent pas s'imposer face à un préfet qui arrive, mais qu'il y a un vrai respect quand même, une attente de l'État. Ben pour le moment, sauf nouvelle contraire, et ce qui a été remonté au niveau national, c'est dans le cadre de demande de périmètre, ça sera bien une signature au niveau des EPCI. Ce qui, sur notre territoire, est relatif. Alors, comme il y a une relative entente, et l'État nous dit, bah oui, bah pour prendre en compte les projets transversaux du PETR, la mobilité, l'alimentation, notamment, qui sont quand même des gros projets, bah vous en remettrez chacun un petit bout dans chacun de vos EPCI. Ce qui est quand même, en plus, difficile, et qui risque d'emmener de la zizanie sur le territoire, là où, alors qu'il y a le projet de territoire, il est pensé à l'échelle du PETR. Donc on est face à cette difficulté d'un préfet qui est venu faire des visites sur le territoire. Donc on n'est pas dans une situation qui dit qu'il y a une vraie dynamique du Sud, mais quand même, pour aller plus vite, et parce que je pense qu'il y a un vrai enjeu de mobiliser des crédits pour le plan de relance, ça serait quand même bien de signer plutôt au niveau des EPCI. Donc voilà, et ce qui est ressenti très fort sur notre territoire par les présidents, et on c'est pas faute d'en discuter avec nous, c'est quand même un outil qui finalement sert à financer les projets d'investissement qui sont dans les tiroirs, quoi. Et honnêtement, on a eu une réunion des services locaux de l'État pour réformer ce qui était sur le CRTE, pardon. En plus, on est dans la région Grand Est, donc on est là où la région, c'est un contrat signé entre l'État et la région qui accompagne les territoires. Et la région, elle, préconise plutôt la signature au niveau du pays. Donc, on est un petit peu otage du jeu un peu politique, d'une volonté de mobiliser rapidement des projets et des crédits. Donc, c'est quand même extrêmement compliqué, et je sens bien que j'ai juste après une formation des élus sur l'ESS où je vais militer pour qu'on parle de ESS dans ces CRTE, mais on part de très très loin par rapport au discours qui est porté, quoi.
Et c'est pour ça que je dis que je suis schizophrène, parce que j'ai bien vu concrètement que c'est pas ça l'état d'esprit des CRTE, c'est pas ça qu'il y a dans le texte, mais il y a vraiment une perte en ligne face aux urgences et aux complexités administratives. Bon, voilà, donc c'est la situation de laquelle on va peut-être se sortir, et puis on se dit qu'on mettra un chapeau commun, même si on doit signer au niveau des EPCI, mais voilà. Et donc, tout ça pour dire, et on l'a encore convergé vers ce que disait Yannick, qu'il faut pousser la porte, et c'est vraiment l'esprit des CRTE, il faut, je crois, s'imposer en tant que projet de territoire, et c'est vrai que c'est compliqué, je le vois très concrètement, de ne pas perdre l'esprit. Alors oui, il va y avoir un truc en 2 temps, et oui, il faut sortir les projets qui sont dans les territoires pour bénéficier des crédits du plan de relance, mais il ne faut pas perdre de vue, et c'est un exercice demandé au préfet, de renvoyer aussi des infos sur le projet de territoire, des infos sur la gouvernance qui va être installée pour accompagner ces CRTE, et des infos sur la vision à long terme. Donc l'État dit bien, il faut quand même penser les choses en 2 temps. Donc je pense qu'il ne faut pas, moi si j'ai des préconisations à dire, c'est oui, il faut pousser la portée, que ce projet et ces CRTE soient bien l'outil qui colle aux différents financements, enfin qui colle au projet de territoire. Deuxièmement, il faut associer, ne pas oublier, parce que c'est une des autres préconisations, aller chercher des acteurs pour accompagner, enfin pour ne pas être que dans des financements d'investissement, mais bien avoir une vision et une discussion possible sur le territoire. Et 3, pas abandonner la vision de la transition, qui est quand même très peu portée. Enfin, nous, la réunion qu'il y a eu la semaine dernière, le mot transition n'a été abordé que parce que le président du PETR a posé la question, quoi. Donc, je pense qu'il faut bien comprendre l'esprit, et localement, quand même, aussi porter ça. Alors, je ne dis pas que la situation que je décris de la Comcom où je suis est la réalité partout. On a quand même des discussions avec l'Association nationale des pays du PETR. On voit bien quand même que la logique investissement, la logique que décrivait Yannick, les pressions du plan de relance et de la crise sanitaire, enfin, les territoires se trouvent quand même sous des injonctions contradictoires fortes. Donc, comme disait Sénèque, il n'y a pas de bon vent quand on ne sait pas où on va. Je pense que c'est le moment ou jamais de s'imposer en sachant où on va, pour dire à l'État, nous, c'est ça qu'on veut. Et c'est beaucoup plus facile à dire là que finalement à faire, compte tenu de, bah oui, quand on est élu sur un territoire, on a soi-même plein d'injonctions contradictoires, et c'est très tentant de sortir les vieux projets d'investissement, voilà, qui ne sont pas sur le long terme. Donc, il faut faire preuve de beaucoup d'ingéniosité et d'accompagnement, mais je trouve qu'il ne faut pas baisser la garde. Voilà peut-être un petit peu, pour une première intervention, ce que je voulais dire et témoigner du vécu et de comment, de la confrontation entre la réalité et l'état d'esprit initial d'un outil. Anne-Laure, est-ce que je peux me permettre une très brève réaction au témoignage de Patricia? Dans la circulaire, il faut se souvenir que, parce qu'effectivement, il va y avoir une pression à la relance, la circulaire dit bien qu'on doit distinguer le périmètre du contrat du périmètre de la mise en œuvre du contrat. C'est-à-dire, dans le cas de Patricia, le PETR peut signer le contrat, et ce sont les intercommunalités qui ont la maîtrise d'ouvrage de mise en œuvre des mesures prévues par le contrat. Donc, l'argument selon lequel il faut que ça aille vite et s'appuyer sur des acteurs déjà structurés, il trouve sa réponse là. Deuxièmement, la circulaire prévoit bien que le contrat doit être signé avant le 30 juin, mais que la possibilité de signer des avenants est immédiatement ouverte. Et que dans la première signature du contrat, on pourra distinguer des fiches actions et des fiches projets. C'est-à-dire, au 1er juillet 2021, il y aura dans le contrat des choses qu'on peut mettre en œuvre tout de suite, donc les fiches actions, et puis il pourra y avoir des choses pas complètement susceptibles de réalisation sous forme de projets qui pourront ensuite avoir le temps de mûrir, de trouver l'ingénierie nécessaire et de faire l'objet de l'avenant chemin faisant. Aussi bien dans la circulaire CRTE que dans la charte de la contractualisation, l'idée que le contrat est une chose vivante qu'on peut faire évoluer au fil du temps est une idée très présente. Donc, c'est un argument qu'il faut absolument avoir en tête quand on est face à la pression des projets immédiatement réalisables. Oui, non, mais tout à fait, et qui est à la fois présente et à la fois rappelée encore hier par Laurent Carrier, donc au cabinet de Matignon. Mais pour autant, quand on est président de Comcom, qui vient d'être élu, qui débarquons un peu dans le genre, c'est compliqué d'expliquer, de relire une circulaire, de faire la lecture expliquée d'une circulaire à un préfet.
C'est exactement la situation dans laquelle se trouvent nos présidents de Comcom. Merci beaucoup. N'hésitez pas à poser des questions ou apporter vos témoignages dans le chat et éventuellement, enfin, on pourra vous donner la parole. Je propose peut-être, avant de donner la parole à Romain Briot de la DCF, qui aura une vue assez générale aussi sur le rôle des intercommunalités et sur le rôle d'un réseau comme la DCF dans l'accompagnement des intercommunalités, de prendre le témoignage de Nadia Djemaoui de la Crête des Ardennes. Oh, je vous en faites pas, je vais remettre tout ça en place. C'est un peu Allez-y. Allez-y, parce que c'est un territoire qui a l'habitude des contractualisations. Oui. Comment est-ce que vous parvenez à inscrire les projets citoyens dans vos démarches de contractualisation et aujourd'hui par rapport, donc je crois qu'en Alsace, c'est le pacte territorial pour l'emploi et la relance, enfin dans le Grand Est. Donc oui, je me présente. Donc Nadia Djemaoui, je suis directrice adjointe à la communauté de communes des Crêtes Pré-Ardennaises. Donc c'est dans les Ardennes, région Grand Est. Voilà. On a aussi un territoire très rural, 94 communes pour 20 000 habitants et comme vous disiez, on a l'habitude de contractualiser avec l'État, la région et aussi de faire de la participation citoyenne. Bon, on a l'habitude de dire que c'est un petit peu l'ADN de notre territoire. Depuis les années 2000, en fait, où ont été mises en place les démarches de pays, on s'est immédiatement approprié cette volonté d'associer les acteurs locaux dans le projet de la collectivité. En fait, la Comcom est née en 96. Et en fait, on a construit le projet de la collectivité en démarche de pays, en associant les habitants et en créant, à l'issue de cette démarche-là, un conseil de développement qui a connu des hauts et des bas, parce que c'est vrai que sur le temps, c'est assez difficile à maintenir l'implication citoyenne, mais en tout cas, voilà, on continue toujours à le faire. Donc, c'est vrai que nous, le CRTE, au niveau de la région Grand Est, se transforme en PT-RTE. C'est-à-dire qu'il y a le pacte territorial que voulait mettre en place l'année dernière la région avec les intercos et le CRTE de l'État. Donc, de manière assez intelligente, je trouve, ils ont décidé de regrouper les deux. Mais la démarche, effectivement, est la même que celle du CRTE. Alors, petite particularité aussi chez nous, c'est qu'on avait déjà nous signé un CTE il y a 2 ans. Voilà, on est sur notre pédigré, on est territoire TEPOS, on est Cap-Citergie, c'est un label sur les démarches énergie-climat, on est territoire leader, enfin voilà, on fait beaucoup de choses dans ces sujets-là. Sur l'ESS aussi, voilà, c'est un sujet qui n'est pas réellement pris en charge à notre échelle. C'est vrai qu'on n'a pas de vice-président en charge de l'ESS, mais on y travaille, mais de manière, je dirais, plus ou moins détournée. On a chez nous, l'ESS, c'est une association d'insertion. On a une SIC, la SIC Enercop. On a des associations employeurs dans le domaine de l'environnement, l'Agence locale de l'énergie, voilà, d'autres associations. Et c'est beaucoup d'associations, en fait, sportives dans le domaine du sport et de la culture et des loisirs. Et on a aussi un projet de tiers-lieu sur une de nos communes. En tout cas, je dirais le premier préalable à notre échelle pour arriver à faire de la participation citoyenne ou permettre aux acteurs locaux de pousser la porte, comme dit Monsieur Blanc, c'est en fait d'acculturer les élus, parce qu'effectivement, ce n'est pas évident pour tout le monde de laisser la place aux habitants, aux acteurs locaux, de participer à ce type de projet. Donc là, nous, on en profite cette année avec les nouveaux élus. On a décidé de lancer une formation en fait avec nos élus, avec Citoyens et Territoires et l'UNADEL, avec qui on a l'habitude de travailler. Et l'idée, c'est, on s'est dit, les précédents mandats, c'était acquis que à chaque fois qu'on monte un projet, on intègre la population. On l'a fait par exemple pour notre dernier plan climat. On a mis en place des ateliers qui s'appellent Destination TEPOS, qu'on a organisé sur l'ensemble de notre territoire. Et on a travaillé avec les habitants avec un jeu, c'était plutôt sympa. On a travaillé avec les habitants sur la manière de définir les objectifs, comment les atteindre, quel projet. Et on a partagé la vision des habitants et la vision des élus.
Alors, on a eu de la chance parce que les deux convergeaient, mais en tout cas, voilà, on a travaillé en ce sens-là. Et aujourd'hui, on voit qu'on a beaucoup d'élus qui ont été renouvelés au sein du bureau et au sein des vice-présidents. Du coup, se repose cette question-là de la légitimité d'impliquer les acteurs locaux. Et de ce fait-là, voilà, on est en train de travailler avec une ADEL et Citoyens et Territoires là-dessus. L'objectif, c'est d'accompagner la collectivité, enfin nos élus, dans la mise en place de notre nouveau projet de territoire, parce qu'effectivement, avec la crise de l'année dernière, bon, l'année, on n'a pas trop pu travailler sur notre projet de territoire. Et l'idée, voilà, c'est de sensibiliser et de remobiliser les nouveaux élus sur un projet communautaire partagé, la nécessité que la transition soit toujours au cœur de notre projet de territoire, parce que on a 2 axes transversaux dans notre projet de territoire, qui sont l'implication citoyenne et la transition écologique et énergétique. Et ça nous a semblé important de repartir de ces préalables, de retravailler avec les élus, repartir du sens, vers où on veut aller, travailler sur nos valeurs et voilà, repartager ces fondamentaux, quitte à les faire évoluer, hein, mais au moins que ce soit repartagé par tout le monde. Puisqu'on le voit, on a des territoires où voilà, tout le monde parle un peu de participation citoyenne, mais ça veut dire des choses différentes selon les territoires. Et pour faire, à mon sens, co-construire les projets, il y a vraiment une méthode à mettre en place. Donc, en fait, on travaille en parallèle la mise en place du CRTE avec nos élus. Donc, on va travailler en bureau, on va travailler en commission thématique sur comment ils voient le projet de territoire, comment ils se projettent sur les 5 ou 7 ans à venir. Et pour arriver à faire parler les élus, hein, il y a aussi des méthodes. Donc, on va avoir une formation de citoyens et de territoire sur une animation innovante de ces réunions-là. Donc, voilà, on va tous passer en séance de formation, et les vice-présidents et les chargés de mission. C'est vrai qu'on a la chance d'avoir une ingénierie interne assez importante. Dans chaque thématique, on a un chargé de mission dédié. Donc, on va tous passer en formation pour pouvoir animer avec nos élus référents les commissions thématiques, et dans la foulée, animer des groupes d'habitants ou de représentants d'acteurs locaux. Mais là, effectivement, on s'est trouvé face à une autre difficulté qui est encore une fois les contraintes sanitaires. Bon, jusqu'à présent, on organisait des réunions délocalisées, une vingtaine de personnes dans une salle, on discute, on boit un coup, voilà, c'est sympa. Bon, là, ça va être un peu plus compliqué. Du coup, voilà, on se lance dans des animations en visio, mais de manière un peu voilà, innovante, comment faire participer. Bon, voilà, il y a beaucoup de choses qui existent. Mais voilà, il faut maîtriser les outils pour y arriver. Merci. Donc voilà, on parle là-dessus. Je déborde, hein, je parle beaucoup. Merci beaucoup. Non, merci, mais c'est vrai que c'est passionnant, mais on a échangé rapidement et on a convenu sans doute de vraiment faire une présentation plus en détail de la méthodologie de concertation citoyenne sur votre territoire. Mais je trouve que ça illustre bien à la fois le lien entre le CRTE et le projet de territoire, et la façon dont ce projet de territoire peut être co-construit avec les acteurs locaux. Je vous propose de passer tout de suite la parole à Romain Briot, donc conseiller cohésion au CRTE, et qui pourra donc notamment répondre. Il y a quelques questions qui sont vraiment pour vous sur, d'une part, la cartographie des territoires engagés dans les CRTE, donc où est-ce qu'on en est aujourd'hui de ces périmètres des CRTE, et puis la question des moyens pour financer les CRTE. Donc une question, est-ce qu'on est simplement sur du recyclage de crédits existants, des SIL et des terres sans réels moyens supplémentaires, ou est-ce qu'il y a des moyens supplémentaires? Donc Yannick Blanc indiquait que c'était des moyens de France Relance. Peut-être si vous pouvez apporter des précisions. D'abord, votre regard un peu général sur les CRTE, et puis sur le périmètre et les moyens de ces CRTE. Et peut-être également un point sur le rôle possible des différents échelons de collectivités locales, parce qu'on a à la fois des élus régionaux. Je vois Philippe Vittel avec toujours un très beau paysage derrière lui,
de la région sud, il y a également la région Normandie, enfin, il y a plusieurs régions, des départements, des intercommunalités, des métropoles qui sont présentes. Voilà, donc si vous pouviez apporter un éclairage sur le rôle possible de ces différents niveaux de collectivité. Merci beaucoup Anne-Laure, bonjour à toutes et tous. Je suis Romain Briot, je travaille au sein de l'équipe de l'ADCF, les intercommunalités de France, donc la fédération qui regroupe l'ensemble des intercommunalités, des métropoles aux communautés de communes. Et moi, dans l'équipe, je m'occupe effectivement des questions de cohésion. Et je suis aussi responsable de notre action régionale, puisque notre association se décline également à l'échelle de chaque région. Et c'est très, très, très utile, par exemple, pour suivre justement la mise en œuvre du plan de relance et la mise en place des contrats de relance et de transition écologique, qui est vraiment le sujet phare. Mais tout le monde l'a dit, mais qui est le sujet phare là, de ce début de mandat, évidemment, exception faite du contexte sanitaire, économique et social. Mais en tout cas, en matière de politique publique et de politique contractuelle, c'est bien le sujet. Alors, je vais essayer d'être le plus rapide possible pour qu'on puisse échanger, et surtout que je rejoins parfaitement ce qu'ont dit Yannick Blanc notamment, c'est tout à fait juste, et c'était assez complet. Effectivement, nous, la DCF, on s'est plutôt félicité de la mise en place en tout cas de l'annonce de ce contrat de relance et de transition écologique, parce que pour nous, ça répond à une position qui est ancienne et régulière de notre part. Nous qui étions plutôt pour la promotion du contrat global. Et ce contrat global, qui ne veut pas dire contrat unique, mais c'était simplement pour nous une réponse à un état des lieux que faisaient beaucoup de nos élus, qui était la fragmentation de l'action publique locale. Mais Yannick Blanc, vous l'avez dit. Cette fragmentation, elle était causée par la multiplication et la succession des appels à projets, des appels à manifestation d'intérêt, qui à chaque fois mettaient en tension les territoires, les mettaient parfois en concurrence, et surtout ne faisaient que renforcer une vision très sectorielle, très en silo, des politiques publiques. Idem d'ailleurs pour l'ensemble des dispositifs contractuels. On en a cité quelques-uns, on pourra en citer une dizaine d'autres. Donc Patricia Andriot aussi, vous l'avez dit, plus de cohérence, plus de visibilité, plus de transversalité. C'est évident que ce besoin-là, il était nécessaire à la fois pour les élus locaux, collectivités locales, communes, intercommunalités, départements, régions, évidemment aussi pour les acteurs locaux, qui au bout d'un moment ne comprennent plus à qui il faut s'adresser, dans quel cadre, sur quelle annualité, et puis aussi pour les services de l'État, déconcentrés et nationaux, qui n'arrivaient plus à tracer et avoir une juste compréhension et vision de l'action de l'État dans les territoires. Donc ce contrat de relance et de transition écologique, il est aussi attendu pour ça, pour ce dont on parle depuis très souvent, c'est-à-dire une meilleure territorialisation de l'action de l'État, capable de s'adapter aux spécificités de chaque territoire. Ce qui fait que, pour répondre à votre question, Anne-Laure, sur pourquoi un tel engouement, a priori, mais parce que si ça fonctionne bien, et ça dépend de nous tous, ça peut être une réelle révolution copernicienne dans la manière dont État et collectivités locales travaillent. Tout part du projet de territoire, c'est ça qui est tout nouveau. Tout part du projet de territoire, à la fois dans la définition du périmètre, et là c'est vrai que l'exemple donné par Patricia Andriot va un peu à contre-courant de la philosophie qui était présentée dans la circulaire du 20 novembre du Premier ministre, mais tout part du projet de territoire, tout part de la capacité des élus locaux de s'organiser et de proposer, de mettre sur la table les bases, à la fois les bases d'un périmètre de territoire, mais aussi derrière et surtout du contenu, des projets, et des projets à la fois à très très court terme, c'est là toute la difficulté de l'exercice de 2021, à très court terme pour rentrer dans le plan de relance, et à moyen terme à l'échelle du mandat pour construire et financer un projet de territoire. Effectivement, il y a plusieurs difficultés. On en a déjà parlé, c'est les temporalités. Le très court terme, là, 2021, 2022, 2023, tous les crédits qu'on a à programmer et à consommer, vous le savez très bien, notamment sur la partie des fonds européens du plan de relance, où là, on sait qu'on est sous la pression des règles classiques des fonds européens, où il faut programmer, consommer avant, pour certains, c'est 2023, pour d'autres, 2024. Donc, il y a cette pression-là du très court terme,
avec l'autre temporalité qui est de construire un projet de territoire pour répondre aux transitions, justement. On sait qu'on est sur des projets complexes, on sait qu'on est sur des projets ambitieux qui vont prendre 5, 10, 20 ans. Et donc là, il nous faut du temps, justement, pour construire ça. Autre difficulté à venir, c'est l'articulation des échelles. Vous l'avez dit, on a des projets qui se jouent à l'échelle d'un quartier, d'autres à l'échelle d'une commune, à l'échelle d'une interco, et puis parfois à l'échelle d'un bassin de vie, d'un bassin d'emploi, d'un bassin versant, si on parle de transition écologique. C'est là aussi toute la difficulté qui est devant nous. Voilà, c'est de savoir articuler ces échelles et sachant qu'à chaque échelle, à chaque projet, correspondent des écosystèmes d'acteurs différents. Ça aussi, ce sera une difficulté. Et puis, l'exemple de Patricia Andriot l'illustre bien, c'est la qualité du dialogue. À la fois la qualité du dialogue au niveau local entre services de l'État et élus locaux, la qualité du dialogue aussi entre élus locaux, à l'échelle d'un bassin de vie, pour se mettre d'accord. On s'organise à l'échelle de l'interco, on s'organise à l'échelle d'un pays, d'un PETR, d'un syndicat, ou à une échelle nouvelle. Nous, on a des exemples d'interco qui se réunissent à une échelle nouvelle, à une échelle CRTE, mais de manière volontaire. Et puis, il y a évidemment la qualité du dialogue avec les acteurs locaux, acteurs économiques, acteurs associatifs, citoyens. Et on sait bien que cette année 2021, elle est particulière et qu'elle ne va pas faciliter d'un point de vue même matériel la co-construction du CRTE, en tout cas pour sa version de base. Et autre difficulté, puisque les CRTE sont appelés à être signés partout, c'est du volontariat, mais on peut quand même espérer, au regard de tout ce qu'on dit depuis le début, que tous les territoires s'engagent dans cette dynamique. Il y a la question de l'ingénierie, évidemment. Il y a la question de la capacité de chaque territoire à avoir un chef de projet capable de coordonner, d'élaborer le contrat, mais derrière surtout de l'animer et de le suivre année après année. Les périmètres, a priori, je ne vais pas parler au nom du gouvernement ou de l'Agence nationale de la cohésion des territoires, mais avec qui on échange chaque semaine sur ce sujet depuis déjà de longs mois. A priori, les périmètres, voilà, c'est une question de jour. Je crois que Yannick Blanc, vous l'avez dit dans le chat. Donc, effectivement, c'est une question de jour. Charge désormais à chaque préfet de département d'en informer les élus locaux du périmètre qui aura été choisi. Et très vite, on va commencer les travaux pratiques. Et c'est là que c'est intéressant. Et ces travaux pratiques, il ne faut pas prendre, me semble-t-il, il ne faut pas prendre la date du 30 juin comme vraiment la date limite à partir de laquelle, ça y est, les CRTE devront être construits. D'autant que les élections régionales et départementales, pour répondre à votre question, Anne-Laure, arrivent en juin. Or, on sait très bien qu'en matière de politique contractuelle et qu'en matière de cohésion sociale, d'insertion, pour ce qui est du département, de développement économique, de mobilité, d'aménagement du territoire, pour ce qui est des régions, on sait qu'on a là deux acteurs extrêmement importants pour venir enrichir des projets de territoire locaux. Donc, on a besoin de ces acteurs, ce qui fait qu'on peut tout à fait imaginer là une séquence en 2 temps avec d'ici l'été, le territoire, quel qu'il soit, interco, pays, peu importe, travaille à la construction là, de son CRTE en dialogue évidemment avec les services de l'État, d'une part pour profiter de la relance, mais aussi pour commencer à travailler le CRTE. Et puis à l'automne, une fois que les exécutifs départements et régions installés suite aux élections, eh bien, poursuivre le dialogue avec départements et régions, de fait enrichir le CRTE de l'expertise des départements et des régions au regard de leurs compétences, mais aussi des capacités de cofinancement, pour arriver à une signature un peu globale avec l'ensemble des grands financeurs, des grands acteurs, plutôt vers l'automne 2021. Parce qu'on sent bien voilà, que ces projets de territoire, ils doivent être... il faut prendre le temps de les construire. Ça donne aussi un peu plus de temps pour laisser passer la crise sanitaire et peut-être avoir des conditions matérielles plus faciles pour justement engager aussi le dialogue avec les forces vives du territoire. Juste pour, je me dépêche, Anne-Laure, juste un dernier mot là, peut-être sur les crédits, sur les finances. Mais Yannick Blanc, vous l'avez dit, il ne faut pas sous-estimer le caractère inédit de ce plan de relance.
certes, il y a des crédits qui sont, qui sont réutilisés. En revanche, c'est inédit d'avoir une telle opportunité de financement pour des projets de territoire. C'est énorme. Et ça, il faut vraiment prendre conscience et considérer le CRTE comme peut-être le moyen le plus simple d'aller mobiliser des crédits. Puisqu'il y a d'autres façons, parce qu'il y a encore beaucoup d'appels à projets, notamment du côté de la transition écologique. Donc, on est encore dans cette logique un peu de guichet et de logique très descendante. Mais voilà, il faut absolument profiter de ce CRTE pour aller chercher ces crédits de la relance sur les premières années. Mais après, on sait que quasiment tout le mandat va se construire ainsi. Donc, c'est tout à fait intéressant, d'autant que, voilà, exactement, vous le dites, l'idée aussi, c'est d'aller chercher tous les ministères, sachant que chaque ministère, jusqu'à présent, avait la tentation de partir avec son appel à projet, de partir avec son petit label, avec son petit dispositif contractuel. Le CRTE peut être cet objet un peu réceptacle et peut-être donc ce rendez-vous de haut niveau et ce rendez-vous en circuit court entre collectivités locales et État, sachant que charge au préfet de département d'essayer de coordonner l'ensemble de l'action de l'État pour ouvrir un dialogue unique avec les collectivités locales. Je peux m'arrêter là, Anne-Laure. Merci beaucoup, Romain. Je vous propose de prendre quelques questions. Alors, il y a une première question de Armel de Vim, qui est chargé de mission économique, sociale et solidaire et tiers-lieux, ce qui est une fonction assez inhabituelle au sein de la communauté de communes des Lisières de l'Oise, et qui demande si vous avez des informations sur les différents outils dérogatoires au droit commun qui pourraient être utilisés pour mener des expérimentations avec des partenaires issus de la société civile, par exemple tiers-lieux, labellisés Fabrique de territoire. Alors, je ne sais pas si ça rentre complètement dans le cadre des CRTE, mais peut-être que Yannick Blanc, vous avez des éléments. Peut-être que ça peut être dans le cadre de la loi, du projet de loi 4D aussi. Est-ce qu'il y a des CRTE? En tout cas, il y a des choses sur ce volet. La circulaire rappelle bien que les outils dérogatoires sont utilisables. Donc, le CRTE peut explicitement prévoir de mobiliser la capacité qu'a le préfet de déroger au droit commun dans le cadre de la loi sur l'expérimentation. Deuxièmement, il va de soi que les tiers-lieux sont dans les CRTE. Le mouvement des tiers-lieux était aujourd'hui un des mouvements essentiels de transformation de l'action publique locale. L'articulation des tiers-lieux avec la politique de l'emploi, avec la politique des services publics, avec des politiques d'animation de territoire est vraiment maintenant pour le coup une épidémie à transmission virale entre les collectivités locales. En l'espace de 2 ou 3 ans, on a vu la chose s'accélérer. Donc, il est essentiel que les projets de tiers-lieux trouvent dans le CRTE l'occasion d'optimiser la cohérence. J'ai vu dans la liste des participants au webinaire qu'il y avait pas mal de chargés de mission territoire zéro chômeur. Je dirais la même chose. Le CRTE, c'est l'occasion pour le territoire zéro chômeur de densifier son intégration à la politique du développement du territoire. Le territoire zéro chômeur ne doit pas être une expérimentation hors sol avec juste l'objectif d'employabilité des salariés de l'entreprise à but d'emploi. C'est l'occasion d'expérimenter des formes de développement nouvelles, de développer des activités de service en particulier. Et donc, il est essentiel que les porteurs des projets de territoire zéro chômeur aillent pousser la porte des CRTE pour négocier la façon dont leur projet s'intègre au projet de territoire. Ok, merci beaucoup. Oui, alors, excusez-moi, juste, effectivement, il est très utile de rappeler que le CRTE permettra d'emporter avec lui tout un ensemble de projets de maîtrise d'ouvrage très, très diverses. Les communes, les projets portés par les communes, évidemment, quand on pense par exemple à la rénovation énergétique des bâtiments publics, on sait très bien que ce sont les communes qui aujourd'hui ont le plus de patrimoine en ce sens-là. Donc, les projets portés par les communes, par les intercos,
par les associations, les acteurs économiques. C'est évident que le CRTE devra être un patchwork et devra vraiment refléter l'ensemble des axes d'un projet de territoire. Donc, tous les porteurs de projets sont les bienvenus. OK. Et donc, une articulation recherchée avec les autres dispositifs, qui est une question de Claire Basile, responsable développement au CCAS de Metz, une articulation avec les dispositifs stratégie pauvreté, hub numérique et un cofinancement possible. OK. Merci beaucoup, Romain, d'avoir partagé les différentes aides possibles. Philippe Vittel, je vois que vous avez levé la main. Oui, je suis totalement en phase avec ce qui vient d'être dit. Chez nous, d'abord, la première constatation, c'est que le CRTE, c'est 2/3 la mobilité, 1/3 la transition environnementale. Et donc, le secteur mobilité va énormément capter de subventions et de fonds dans ce domaine-là. Il faudra voir comment, dans ce cadre-là, on peut y trouver la place pour le type d'économie que nous défendons aujourd'hui. En ce qui concerne la transition environnementale, oui, il y a des projets très intéressants, en particulier chez nous, un vaste projet de réhabilitation de friches industrielles qui doivent amener à installer des nouveaux acteurs économiques sous toute forme, y compris sous forme de tiers-lieux dans des réhabilitations de friches industrielles. Et je crois qu'il y a énormément de projets. On dénombre environ, on évoque déjà 160 projets pour un montant financier énorme qui va bien au-delà de ce que comprend le contrat d'avenir dans le cadre du CRTE. Donc, il va falloir aussi croiser les financements. Et ce n'est pas ce qui sera le plus facile à faire. Donc, je crois qu'on est là devant un chantier énorme dans lequel il faut placer toutes les idées que nous avons à défendre, mais en évitant que ce secteur mobilité et les gros bénéficiaires, je dirais, de ce secteur captent une grande partie, une majorité des crédits qui sont attribués à ce CRTE. Donc, il va falloir être aussi d'une vigilance extrême. Voilà simplement ce que... Merci beaucoup. Merci pour ce témoignage et effectivement cet appel à la vigilance. Oui, Patricia. Patricia, ouais, moi je rejoins ce qui vient d'être dit là quand même. Ah, tu as coupé le son, on ne t'entend plus. Et là, vous m'entendez? Oui. Oui, je pense qu'il faut faire attention à ne pas créer des... le risque majeur de l'exercice très intéressant, c'est quand même la frustration, parce que même s'il y a effectivement une opportunité de crédit comme jamais, la facture au bout va être très lourde et il y a une tentation d'appropriation par les projets les plus lourds en investissement. Et derrière les projets d'innovation sociale, qui sont souvent des petits crédits, on pourrait penser qu'ils vont naturellement trouver leur place, et ce n'est pas si évident. Donc, il y a une vraie bagarre à mener. Oui, en toute rigueur, un préfet ne devrait pas signer un CRTE dont l'objet ne porterait que sur 2 secteurs. Ça n'est ni l'esprit ni le but du dispositif. C'est contraire à l'esprit de la circulaire. Et il doit veiller, en tant que délégué de la NCT, il doit veiller à ce qu'il y ait de la transversalité et de la cohérence sur l'ensemble des secteurs d'activité du territoire. Là, vraiment, ce serait sinon un détournement de la procédure des CRTE. Donc, comme je le disais dans mon intervention, il faut que les différents acteurs poussent la porte de là où ça se discute. Ça, oui. Mais un CRTE dont l'ensemble des moyens seraient captés par simplement 2 problématiques, ce ne serait pas un CRTE digne de ce nom. En outre, le CRTE, il mobilise des crédits venus des différents ministères et des différents dispositifs existants. Donc, il n'est pas question de capter des dispositifs, par exemple, du plan de lutte contre la pauvreté pour financer des investissements en mobilité. Ça, ce n'est pas possible. Ce qu'on cherche, c'est la mise en cohérence des uns et des autres.
et par exemple le financement d'un titre de transport gratuit pour des demandeurs d'emploi. Ça, là, on pourrait trouver là la cohérence entre la dimension plan lutte contre la pauvreté et plan financement de la mobilité. Mais il faut qu'il y ait une cohérence de ce type-là. Ok, merci. Il y a une question de Catfish Tourney de French Impact, justement sur comment les acteurs de l'ESS peuvent se joindre à la démarche et être force de proposition, pousser la porte très concrètement. Comment faire aujourd'hui? Et puis une autre question également sur comment est-ce que le CRTE peut favoriser une commande publique responsable ou de la transition. Sur comment pousser la porte, on peut rentrer par un côté ou l'autre de la salle de négociation. On peut s'adresser à son préfet qui est le délégué de la NCT ou au délégué adjoint qui est généralement le directeur départemental des territoires et de la mer, si on est au bord de la mer, donc les interlocuteurs habituels de ces acteurs. Et peut-être le plus simple, c'est de se tourner d'abord vers les instances élues de la collectivité territoriale, de l'intercommunalité ou du parc, enfin du périmètre qui sera celui de la contractualisation. Oui, pardon, excusez-moi, allez-y. Ouais, non, alors peut-être pour rajouter qu'il y a eu des discussions, notamment du RTES, de SS France, etc., pour signaler avec le ministère, le secrétariat d'État à l'ESS, voilà, qui est invité, qui est autour de la table pour relayer aussi ces dispositifs. Il y a beaucoup d'écho quand tu parles, Patricia. Et alors, parce que je suis à la fois sur mon... D'accord. Et côté RTES, on a effectivement aussi proposé aux collectivités locales adhérentes d'interpeller le préfet sur la place de l'ESS dans les CRTE. Et donc, je pense que, enfin, en tout cas, les élus du RTES peuvent être de bons alliés pour faire avancer, pour faire entrer les acteurs de l'ESS à la table de négociation. Romain, vous vouliez ajouter un mot? Oui, juste parce que exactement, tout ceci relève de la responsabilité d'abord des élus locaux. S'ils souhaitent, parce que ça répond à leur projet, à leur stratégie de développement économique, tout comme à leur projet de cohésion sociale sur leur territoire, l'économie sociale et solidaire sera intégrée dans leur projet de territoire. Et donc, de fait, il appellera il sera dans la négociation pour le contrat de relance et de transition écologique, et à voir de quelle manière est-ce que l'État, quand je dis l'État, c'est bien l'État au sens large, ces agences nationales déconcentrées, ces services de l'État, départements et régions, et puis aussi Banque des territoires, caisse d'allocation familiale, bref, tous les grands financeurs des projets, à voir comment les grands financeurs répondront et s'ajusteront au projet de territoire. Mais effectivement, la première démarche à faire, quand on est un élu local, évidemment, mais quand on est un acteur économique associatif d'un territoire, je crois que c'est d'aller voir sa collectivité, commune, interco, syndicat. Il y a une autre possibilité, mais elle me paraît quand même plus sinueuse. On a cité les services de l'État, et il y a, vous le savez, depuis quelques semaines, des sous-préfets à la relance, dont le rôle est bien justement de faciliter surtout la mise en œuvre du volet développement économique du plan de relance. Donc, ces sous-préfets à la relance, normalement, doivent faciliter l'accès au fonds et au crédit du plan de relance, surtout pour les acteurs économiques, donc les acteurs de l'économie sociale et solidaire. Mais c'est un acteur qui est un peu plus éloigné quand même que son maire ou son président d'Interco. Merci beaucoup. Je crois, Michel Souillac, que tu avais levé la main. Oui, j'avais une réaction. On parle de l'ESS. Excuse-moi, Michel, tu es élu à Fresnes? Oui, c'est ça, je suis élu à l'ESS à Fresnes, oui, tout à fait, dans le Val-de-Marne. Donc, on parle de l'ESS, et l'ESS, on le sait bien, c'est souvent une maïeutique de micro-projets locaux. Et j'ai l'impression que le CRTE, quand même, a une dimension très macroéconomique et qu'il n'y a pas de place. Et je ne vois pas comment pourraient s'inscrire des micro-projets locaux qui, pour autant, ont leur utilité et portent aussi un avenir de transformation locale. Voilà, c'est une question que je me pose. J'ai l'impression que le CRTE
se pose à une échelle territoriale quand même d'envergure, hein, donc une intercommunalité au minimum, avec des dizaines de communes parfois. Donc se pose aussi la question d'un mode opératoire dans des délais extrêmement courts. Comment les élus vont-ils s'entendre autour de projets communs pour lesquels ils auraient un intérêt commun? Voilà, je me pose aussi ces deux questions, la place des micro-projets dans la vie locale et également le mode opératoire dans un délai. J'ai l'impression qu'on nous invite à tendre la main vers quelque chose qui, pour le moment, me semble très inaccessible. Merci Michel. Je propose Patricia et peut-être Yannick de... Ouais, oui, moi je rejoins un petit peu ce que tu dis, Michel. Il y a ce risque-là. C'est pour ça que, en fait, quand même, le CRTE, c'est pour mettre en cohérence. Donc, aller chercher juste, il faut bien il faut pas, enfin, il y a deux façons de faire. Soit un territoire, il décide de faire la collecte de tous les petits projets, puis à partir de ça, il structure sa cohérence. Soit un territoire, il a son projet de territoire où il construit son projet de territoire avec des axes déterminants. Et au sein de ces axes déterminants, il regarde quels sont les petits projets. Et en fait, ça doit être un peu les deux. Il faut qu'à un moment donné, il y ait cette rencontre entre une discussion d'axes stratégiques sur le territoire et puis les petits projets qui rentrent dedans. Mais un petit projet comme ça, qui ne rentrerait pas dans une cohérence plus globale, effectivement, il peut avoir du mal à s'y retrouver. Donc, c'est là où il faut bien qu'il y ait cette démarche et c'est là où on a bien besoin des deux temps. Parce que si on se projette que vers juin, on ne va pas y arriver. Il ne faut pas voir juin comme une fin en soi. Pour moi, comme ça a été dit, juin va servir à mobiliser les crédits du plan de relance. Mais en même temps, il ne faut pas attendre que tous les crédits soient mangés avant parce qu'il y aura cette question-là aussi. Donc, il faut prendre acte et prendre date avant. Et donc, rentrer dans la discussion. Et puis, sur l'ESS, quand même, pour compléter la réponse, je veux signaler, je veux redire que, par exemple, les PTCE, qui sont quand même relancés par Olivia Grégoire, qui portent beaucoup d'intérêt, ces démarches de territoire qui avaient été très intéressantes, c'est typiquement, de mon point de vue, comme les TRE, des projets qui doivent pouvoir rentrer dans les CRTE. Oui, une remarque, moi je vois bien, vu d'un territoire du Grand Paris en Île-de-France, je vois bien le sentiment que l'échelle de l'intercommunalité est une grande échelle et pas une petite échelle. Il y a une différence énorme entre le monde rural et le monde urbain à cet égard. Mais dans la dimension transition écologique du contrat, on sait bien qu'en matière de transition écologique, il y a des méga objectifs de réduction d'émissions de carbone, de réduction des volumes de déchets, etc., qui nécessitent de faire se rencontrer des grandes orientations stratégiques et des comportements du niveau de la vie quotidienne du consommateur, du citoyen, de l'usager, etc. Et je pense que, je rejoins ce que dit Patricia, dans des domaines comme celui-là, le contrat peut fixer des objectifs, décider d'accorder des moyens pour soutenir des actions qui vont à l'appui de ces objectifs, y compris quand ces actions sont de nature micro-locale. Par exemple, si les habitants d'un quartier organisent un système de compostage, ou si on trouve un moyen ou un autre de progresser en matière de tri des déchets, ça demande beaucoup de micro-initiatives citoyennes, mais ça peut s'inscrire dans un cadre. Et la philosophie du CRCE, avec son système d'avenants et de fiches projets et de fiches actions, c'est de se donner de la souplesse dans la durée d'exécution des contrats pour que ces projets viennent s'inscrire au fur et à mesure de la durée du mandat. Oui, effectivement, en complément, j'ai levé la main avant la conclusion, mais c'est là-dessus que je voulais en revenir. En fait, le CRTE, c'est un contrat dans lequel, en juin, effectivement, l'objectif est très ambitieux. On sait très bien qu'on ne va pas arriver à mobiliser, à rencontrer tous les acteurs. Il faut effectivement canaliser les projets qu'on a sous le coude. Voilà. Malheureusement, ça va se passer comme ça. Et c'est surtout qu'ils nous demandent de regrouper tous les projets qui ont été financés en DSIL, plan de relance et en DETR. Mais c'est un contrat quand même sur du long terme, sur 6 ans. Ça veut dire que tous les ans, il y aura une revue de projet. Et je pense qu'il faut justement, dans la rédaction qu'on va faire au départ, ne pas trop se resserrer et permettre au fur et à mesure des années de pouvoir réinsérer à l'intérieur des nouveaux projets auxquels aujourd'hui on ne pense même pas. C'est un petit peu aussi l'intérêt, c'est se dire dans 3 ans, il va peut-être y avoir une idée géniale et hop, on peut recréer une fiche. Parce que bon, enfin, voilà, c'est ce qu'ils nous ont expliqué. Tous les ans, il y aura une revue de projet pour insérer des nouvelles actions dans le projet. Voilà.
Et merci. Une question de Nicolas Moreau de la Directe Bourgogne-Franche-Comté. Est-ce qu'il y a des secteurs d'activité qui sont priorisés? Emploi, insertion, environnement. Je pense qu'on peut ne pas renvoyer peut-être à la circulaire. Hein. Et ben, Romain Briot, et puis au projet de territoire, ce qui a été présenté. Romain Briot, est-ce que… Oui, c'est un peu la même réponse que pour le sujet précédent. Et je me répète, tout part du projet de territoire. Alors certes, tout part du projet de territoire. Donc, Monsieur Souillac, moi je comprends tout à fait votre remarque. Et effectivement, il y a des territoires qui aujourd'hui ont plus d'ancienneté. Il y a des territoires sur lesquels la dynamique intercommunale, ou voire même la dynamique intercommunautaire, est, disons-le, plus avancée ou plus mature que dans d'autres territoires. Effectivement, la région Île-de-France, on le sait très bien, hein, et notamment première comme deuxième, plutôt première couronne, tout comme certains territoires d'outre-mer, n'ont pas la même culture, ou en tout cas ne sont pas sur le même état d'avancement de l'intercommunalité ou de l'intercommunautaire que le sont les Bretons, l'ouest de la France, certaines parties d'Auvergne-Rhône-Alpes, ça c'est certain. Ce qui fait que peut-être que certains territoires vont aller plus vite que d'autres. Peut-être que certains territoires auront aussi plus besoin d'accompagnement, plus besoin d'ingénierie, et c'est là où l'Agence nationale de la cohésion des territoires est attendue, et c'est là où les services de l'État au niveau local sont aussi attendus, dans cet accompagnement très, très précis et sur le long terme, hein, pas juste pour voilà, envoyer une équipe 5 jours au premier semestre 2021, mais bien pour suivre et animer tout le contrat. C'est là qu'on a besoin d'accompagnement et de cofinancement à l'ingénierie. Mais tout part du projet de territoire, ce qui fait qu'il ne peut pas y avoir, et ce serait une erreur énorme que l'État propose une sorte de CRTE type, de CRTE exemple, avec un axe développement économique, un axe transition, un axe… surtout pas, puisque tout part du projet de territoire. Mais c'est beaucoup plus difficile, c'est certain. Ce serait beaucoup plus simple, et d'ailleurs, c'est ce qu'on a toujours fonctionné comme ça. Quand l'État a lancé les contrats de ville, hop, il y avait les trois piliers. Ah, il y a eu un quatrième. Quand l'État a lancé le contrat de ruralité, c'est pareil. Enfin, on a toujours eu cette logique descendante. Pour la première fois, et effectivement, parfois ça peut étonner, ça peut même désarçonner, on inverse. Donc, il n'y a pas… on peut espérer que le CRTE de Grand Orly Seine-Bièvre soit différent du CRTE de l'agglomération du Grand Villeneuvois sur Lot. On arrivera à ça. Donc, il n'y a pas de politique publique plus ciblée que d'autres. En revanche, mais ça, c'est autre chose. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, il faut parler des deux. C'est ça aussi qui est complexe. Il y a le plan de relance. Et là, effectivement, dans le plan de relance, il y a des orientations très précises, des politiques publiques ciblées, des aides ciblées. Nous, d'ailleurs, si vous voulez, je peux le partager. On a bien analysé et on suit et on l'actualise le plan de relance tel qu'il est proposé et aussi tous les appels à projets qui sont proposés. Et on a identifié toutes les lignes qui sont plutôt à destination des collectivités locales, communes interco. Donc ça aussi, je peux le partager. Donc là, oui, plan de relance, il y a des choses ciblées. En revanche, certes, à l'échelle du mandat, non, parce que tout part du projet de territoire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mais quand même un petit bémol, si je peux, sur chaque plan sera différent des autres. Nous, en fait, ils nous ont présenté un plan, type de contrat. Et en fait, on se rend compte que c'est exactement les mêmes typologies que le contrat de ruralité, pour ceux qui connaissent. Ce sont les mêmes titres, les mêmes catégories, etc. que le contrat de ruralité. D'accord. Qui vous a présenté, pardon, le contrat? La préfecture, on a fait une réunion là, il y a le 17 février. Voilà. Ok. Il y a une question de Guillemette Dussard de Communauté urbaine de Grand Paris Seine-et-Oise sur la complémentarité ou l'articulation avec les territoires d'industrie. Peut-être qu'on peut donc élargir la question territoire d'industrie, petite ville de demain, contrat de ville même, peut-être. Voilà, quelle ambition d'articulation de ces CRTE? Je crois que Romain, vous l'avez rapidement évoqué. Oui, c'est ça. Un territoire d'industrie, typiquement, on est sur une échelle intracommunautaire qui dépasse largement les périmètres d'une interco. On sait très bien que c'est le groupement de plusieurs intercos à l'échelle d'un bassin d'emploi, d'un bassin industriel. On est sur des vallées industrielles. Donc là, typiquement, on est sur un sujet, une politique publique, politique de stratégie économique,
qui sera noté, qui devra être quand même noté, notifié dans le CRTE, mais qui renvoie à une échelle de projet plus large. Donc, c'est une difficulté, c'est vrai. Et à l'inverse, Anne-Laure, vous citez les contrats de ville, il y a là des actions de très grande proximité, de la gestion urbaine de proximité, à l'échelle d'un quartier, pareil, mais qui a sa place dans un volet cohésion urbaine d'un CRTE. On peut imaginer un CRTE avec un volet cohésion urbaine, qui donc dans un premier temps, en fait, serait le contrat de ville, à un volet économie productive, qui serait donc le territoire d'industrie. Voilà, ça peut aussi fonctionner par briques. Oui, moi, je voudrais rebondir sur ce que Nadia vient de dire. Je mettais en garde dans mon intervention initiale sur le risque lié à l'inertie de l'administration et à sa culture. Compte tenu des délais, ressortir des modèles de contrats déjà existants et disant ben, on travaille sur ce modèle et on n'en sort pas, c'est contraire à l'esprit de la circulaire. Alors, ça ne doit pas être très facile de convaincre ses interlocuteurs d'administration de faire évoluer sa culture, mais c'est quand même bien votre rôle à vous, élus, techniciens de ce réseau, que de brandir le texte de la circulaire en disant on ne s'enferme pas dans un modèle de contrat. Vous avez le droit de le faire, le contrat c'est une négociation, un contrat ça suppose l'accord des parties, et donc il n'est pas acceptable que le représentant de l'État impose de manière unilatérale tel ou tel modèle de contrat. La collectivité territoriale doit être porteuse de son projet de territoire. Le projet de territoire prévaut sur les modèles ou les thématiques de contractualisation existant dans les dispositifs antérieurs. C'est bien, vous avez été enregistré, je pourrais retransmettre l'enregistrement. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a peut-être encore une ou deux questions? On s'approche de la fin du webinaire. Je vérifie qu'on ait répondu aux différentes questions. Alors, j'espère effectivement qu'à l'issue de ce webinaire, les CRTE seront un peu moins nébuleux pour vous. Même si, et surtout enfin, que les opportunités seront manifestes, même si c'est vrai que le niveau adéquat n'est pas forcément évident, notamment pour des élus en région parisienne, enfin de collectivités en région parisienne, mais je vois qu'il y a également un élu de Lille où l'articulation territoriale n'est pas toujours facile. En tout cas, alors s'il n'y a pas d'autres questions, peut-être pour vous proposer qu'au sein du RTES et en lien avec la DCF, on puisse aussi vous partager des exemples, peut-être simplement de CRTE, d'inscription de projets dans les CRTE. En sachant que, comme ça a été rappelé plusieurs fois, c'est bien des projets de territoire, donc forcément, il n'y a pas de document type de CRTE, mais peut-être sur des manières de faire, de pouvoir continuer ce partage d'expérience. En tout cas, côté RTS, on continuera à apporter des informations sur le sujet, au travers notamment de la lettre électronique et de notre lettre électronique qui, on espère, qu'on nourrira d'exemples, et on relaiera les cartographies. N'hésitez pas aussi à nous interpeller pour avoir des contacts sur votre territoire, que ce soit côté acteur ou côté collectivité locale, pour faciliter un peu sa mise en réseau. Les acteurs de l'économie sociale et solidaire, et notamment les CRES, les chambres régionales de l'économie sociale et solidaire, ont aussi une action envers les préfets pour inscrire l'ESS dans les CRTE. Donc, ce sont aussi des partenaires relais possibles. Ah ben voilà, et en plus des CRES sont présentes. Eh bien, c'est parfait. Je ne sais pas de quelle CRES. Johan Didier, la CRES Nouvelle-Aquitaine. OK. Eh bien, parfait. Voilà, donc les CRES sont des acteurs aussi importants, que ce soit pour vous, élus, ou pour les acteurs. Et la CRES Mayotte aussi, c'est vrai que j'avais vu que la CRES Mayotte était là. Bonjour à Mayotte.
Alors, voilà, les FNQMA, Quentin Dupetit, donc de la FNQMA, précise également que la FNQMA va travailler sur la place de l'ESS dans les CRTE. La place de l'agriculture. La place de l'agriculture, pardon. Oui. L'agriculture solidaire, l'agriculture durable. Bien sûr, toujours. OK. On vous transmettra, si les intervenants sont d'accord, les contacts des intervenants. Et puis voilà, n'hésitez pas à nous solliciter au RTES. Entre Lille, les communes associées et la métropole européenne de Lille, le challenge sera fantastique, je n'en doute pas. Le siège du RTES est à Lille, hein, simplement pour information. Donc. Merci beaucoup à vous. S'il n'y a pas d'autres questions, si, Patricia lève la main, pardon, excuse-moi. Non, ouais, juste pour dire qu'on a bien vu plein de limites potentielles concrètes sur les territoires, et moi, la première, j'en ai témoigné, mais je pense qu'il ne faut vraiment pas s'arrêter à ça et se rappeler des propos de Yannick Blanc sur quand même le caractère fondamentalement innovant et le début d'un long processus qui se veut quand même rénover la relation entre l'État, les pouvoirs publics et le niveau le plus local, le niveau territorial et la société civile et les élus locaux. Je pense qu'il ne faut pas perdre de vue ça, c'est important. Et il y a des difficultés, ça va, ce qu'on a raconté, et l'ambition peut paraître théorique dans un premier temps, mais il ne faut pas s'arrêter à ça. Moi, je pense qu'il faut croire quand même en cet outil nouveau. Merci Patricia. Yannick et Romain, je vous propose également un dernier mot, dernière chance de convaincre. Je vais renchérir sur ce que vient de dire Patricia. L'affaire ne peut réussir que si les interlocuteurs de l'État et des collectivités dans l'élaboration des CRTE s'imposent, influencent, partagent leurs convictions, portent leurs projets. Ce processus n'est pas un processus administratif classique. Il faut éviter qu'il se réduise à un processus administratif et donc il faut jouer de l'influence et du rapport de force politique pour que les porteurs de l'innovation sociale et de l'économie sociale et solidaire y aient toute leur place. La circulaire, les textes leur ouvrent la porte. Il faut vraiment saisir cette opportunité. Merci Romain. Merci Anne-Laure. Merci à tous. Merci beaucoup Yannick. Merci Romain. Pour signer un contrat, il faut être deux. Donc, il faut que les deux se mettent d'accord. Il faut que les deux aient la même ambition. Et à mon sens, et au regard là, du contexte actuel, la relance, certes, mais les impacts de la crise, il faut réussir. On est dans l'obligation de réussir. Et le « on », il est collectif. Les collectivités locales ne font rien sans l'État. L'État, maintenant, on le sait, ne peut rien faire sans les collectivités locales. Donc, on est dans l'obligation de réussir. Et le CRTE est l'outil qui est proposé. Donc là, il faut foncer. Sans oublier la place des citoyens et des acteurs de l'économie sociale et solidaire dans ces contrats. Merci beaucoup.